c'est la déclaration d'Agius, il nie l'évidence sur la spécificité des trois ports du Nord-Pas-de-Calais. Quand on dit que Boulogne c'est un port de transformation des produits de la mer, quand on dit qu'à Calais c'est du tourisme et de la logistique, et quand on dit que Dunkerque c'est commerce et industrie. Il nie l'évidence, il dit je ne pense pas que, je crois pas que. Donc c'est une réponse subjective. Moi j'apporte une réponse objective. Effectivement, ce sont trois ports avec des spécificités. Et le problème c'est quand on met tous ses œufs dans le même panier, on prend des risques. Et là, les risques à Calais, voilà quoi. Donc on sait qu'en plus c'est pas les emplois en logistique et en tourisme, ils sont pas rémunérateurs, hein. Donc forcément, ça va sur toute l'économie, il y aura un impact. Et ça, moi, je suis très inquiet pour la ville. Déjà, les instituts de sondage, ils nous annoncent qu'on va être en perte de vitesse en termes démographiques. Hein, la ville qui était à peu près 73 000 habitants il y a encore une dizaine d'années, elle va à l'horizon 2030-2040, elle va tomber à 50 000, allez, 50 000 selon leurs prévisions. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est que pour beaucoup de Calaisiens, il n'y a peut-être plus d'avenir forcément ici, et puis on va aller ailleurs. Alors ils vont pas forcément très loin, hein. Mais s'ils ont l'occasion de s'installer dans les environs de Dunkerque, qui est aujourd'hui la ville dynamique du littoral, c'est forcément des pertes pour les Calaisiens. Nous on en est arrivé, par exemple, on le voit, c'est au niveau des commerces qui peuvent s'installer à Calais. Quand il y a un commerce qui ouvre en centre-ville, on fait des paris sur le temps qu'il va tenir. 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pour finir, la plupart qui viennent s'implanter, ils restent jamais longtemps, hein. On est un bassin ruiné, ça fait une grosse différence quand on va se balader à Dunkerque et quand on se balade à Calais. Sans compter que il n'y a plus de taxes professionnelles aujourd'hui, mais c'est compensé par une contribution toujours sur les activités professionnelles, mais pour qu'il y ait cette contribution, il faut que l'entreprise réalise plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y en a plus que des masses à Calais qui réalisent ça. Donc c'est aussi des ressources qui sont perdues pour la ville de Calais. Et là on a un élu, Emmanuel Agius, qui dit non, je crois pas que, je pense pas qu'on a fait ça. Si, et puis les déclarations, elles vont dans ce sens. On reprend là les déclarations, interviews. Alors c'est pas moi qui le dis en plus, c'est le Nord Littoral et Voix du Nord. Le Nord Littoral, dans son interview du 10 avril 2023, ils interrogent Franck Dersin, qui est vice-président en charge des mobilités, des infrastructures, des transports et des ports. Donc c'est la personne, on est directement concerné. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit la région va racheter 60 hectares, il parle des terrains de Thioxide. Les 60 hectares de terrain pour pouvoir mieux contrôler le choix demain. Alors le choix des entreprises qui s'installent demain. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit la collectivité territoriale, il parle donc de la région, a ciblé les secteurs qui l'intéressent, la logistique, les services post-Brexit ou la transition écologique. Donc on parle bien de logistique et on parle bien de services en général. Donc c'est pas de l'industrie, on parle pas, à aucun moment on parle d'industrie. Alors qu'au conseil régional, M. Agius est conseiller régional, il sait très bien, et Dersin c'est quelqu'un de sa famille politique, il sait très bien l'orientation que la région a prise. Et c'est pas nouveau, puisque déjà du temps, ça on doit ça à Percheron, et Xavier Bertrand, il a continué dans la même politique. Donc ça on le sait depuis très longtemps, sauf qu'avant il y avait des garde-fous à Calais. Avant l'arrivée de Madame Bouchard, les Calaisiens, la municipalité de Calais décidait encore de ce qu'elle devait avoir sur son territoire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Là, on a vraiment l'impression que tous décident à Lille ou à Amiens, puisque ce sont les deux capitales régionales. Donc ça se décide dans ces lieux-là. C'est quand même grave.
C'est quand même grave. Alors, en plus, il y a des scandales. Moi, quand j'entends M. Dersin dire on a racheté les terrains, pourquoi la ville de Calais ne les a pas rachetés? Les terrains de Tioxide. Pourquoi elle n'a pas racheté les terrains du Micor? Pareil, ils ont racheté les terrains du Micor. Le terrain de Tioxide, et là, moi j'estime que c'est un scandale, c'est que le terrain de Tioxide, il a coûté, alors pour 60 hectares, je vais peut-être rentrer un peu plus précisément dans les chiffres, puisque ce sont les chiffres de M. Dersin. Pour un terrain donc de 565 481 mètres carrés, pour être précis, donc on va dire 56 hectares, la ville, elle a racheté ça pour 10 millions d'euros. 10 millions 36 000 euros, très exactement. Ça fait, si on ramène ça au mètre carré, au prix du mètre carré, ils ont eu les terrains de Tioxide pour 17,74 euros. Sachant que le prix du terrain à Calais, si toi demain tu vas acheter un terrain à Calais, ça va te coûter 99 euros le mètre carré. Donc, ils ont réalisé une belle affaire. Hein. Et quand tu prends Umicore, ils ont racheté Umicore aussi. Là, sur Umicore, tu as 166 928 mètres carrés, soit pas loin de 17 hectares, pour 3 902 000 euros. On va arrondir à 4. Ça fait 23,37 euros le mètre carré. L'année dernière, hein, parce que ça fluctue forcément avec les années. Et l'année dernière, le mètre carré à Calais, il était à 104 euros. Le mètre carré, 104 euros. Donc franchement, ils réalisent des bonnes affaires. Pourquoi Calais pas racheter ces terrains? Quand on fait l'addition de Tioxide et du Micor, ça fait à peu près 14 millions d'euros que ça a coûté à la région pour récupérer ça. C'est la moitié du prix du dragon. De qui on se fout? Et toujours pour revenir sur Umicore, là où il y a un autre scandale, c'est que en 2005, Umicore ferme ses portes. Mais il réhabilite le terrain. Donc, il y a un terrain qui est viable, et tu as la société Erasmetal qui s'intéresse donc à ce terrain et qui veut s'implanter sur le site. Erasmetal, c'est une usine qui nous est présentée à l'époque, à nous Calaisiens, de façon ultra moderne. Il y a des discussions avec la municipalité de l'époque. Et donc, ils sont prêts à commencer les travaux en mai 2009. Sauf que Madame Bouchard est élue en 2008. Elle arrive et elle dit non, moi, pas du Micor à Calais, donc je ferme. Alors, savoir que Micor, il proposait dans un premier temps 80 emplois à peu près, 80 emplois pour commencer, et que c'était donc une usine qui était, en termes d'écologie, était à la pointe. C'était vraiment une usine avec une technologie vraiment très avancée. Cette usine, c'était une usine de production d'oxyde de zinc. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est le traitement de poussière provenant des aciéries. Donc en plus, on était à côté de ArcelorMittal, parce qu'on aurait pu travailler avec notre voisin Dunkerquois. Et donc pour une transformation en oxyde de zinc, mais à forte teneur. Donc c'est un produit de qualité. Ce produit, on s'en sert. Écoute bien, un peu à l'image de ce que se faisait Saint-Exime, on l'utilise pour des cosmétiques, on l'utilise pour des pommades, on l'utilise pour des peintures, des compléments alimentaires, de la céramique, du verre, des lubrifiants et des batteries. Des batteries. Quand on sait aujourd'hui vers quelle industrie s'oriente Dunkerque, avec un certain nombre d'entreprises qui vont donc produire des batteries, il y avait des chances que Erasmetal, si on l'avait eu sur notre territoire aujourd'hui, elle aurait encore pu développer son activité. Donc 80 emplois. Aujourd'hui, Umicore est racheté par la région, donc là tout récemment, l'année dernière, est racheté donc par la région. Et qu'est-ce que dit la région par rapport à l'utilisation de ce terrain? Elle nous dit, nous on envisage bien d'en faire un parking pour nos activités portuaires. Donc on a perdu en 2009 la possibilité d'avoir tout de suite 80 emplois pour demain avoir à la place un parking pour la région, même pas pour Calais, pour la région. Moi
moi, quelque part, j'ai ça en travers de la gorge. J'ai ça en travers de la gorge. Je me dis qu'il y a une énorme erreur politique de la part de Madame Bouchard. Mais quand on comprend d'où elle vient, sa famille politique, enfin, on peut pas être étonné. Le problème de sa famille politique, c'est dès qu'il voit un banc de sable et un bras de mer, il faut en faire une station touristique ou une station balnéaire. Sauf que Calais, c'est pas Nice. Calais, il a historiquement toujours été une industrie qui a été autrefois florissante, mais qui a toujours été tournée vers l'industrie. Et le problème, c'est quand on change radicalement comme ça de politique économique, on s'expose à un marasme aujourd'hui. Alors là aussi, je rigole doucement quand je vois les déclarations de Madame Bouchard hier par rapport à Draca. Je ne peux pas peser, mais je peux dénoncer. Bravo. Madame Bouchard elle a même été vice-présidente au niveau du conseil régional et elle n'a jamais pu apparemment peser nulle part, quoi. Elle ne peut pas. Et on a perdu, pour moi, depuis 2000, on a 15 ans qu'on a perdu. 15 ans et qu'on va avoir du mal à rattraper. Hein. On va avoir beaucoup de mal à redynamiser cette ville avec 15 ans vraiment d'incompétence. Là, du coup, pour faire un exercice un peu de pensée, cette politique-là, elle ne va pas se révolutionner demain. Non. Ils n'ont pas l'air de partir là-dedans. Mettons, ces gens refont un mandat. Donc ça nous pousse jusqu'à 2031, 32. Bref. 2031. Ouais, 2031. En fait, est-ce que si rien ne se... Enfin, si non, rien c'est ne 6 change... ans, non, merde. 32. Ouais, non, 32, excuse-moi, c'est 6 ans. Non, parce que moi, je suis aussi sur les mandats de députés, c'est 5. Et non, c'est 6 ans. C'est 6 ans, donc ça sera jusqu'à 2032. 2032. Et du coup, pour toi... si on imagine que ça continue, parce qu'en fait il n'y a pas de... Comment tu vois Calais ? C'est une ville dortoir pour Dunkerque. Une ville dortoir. Sans réelle activité, avec on va continuer de proposer des services, des hard discounters qui fleurissent quand même beaucoup à Calais. Ça c'est aussi symptomatique d'une ville qui va pas bien. Quand les hard discounters fleurissent, eux ils sentent très bien le coup. Hein. Quand on a Action et tout ça, on a plusieurs magasins à Calais, ils sentent très bien qu'il y a une grande pauvreté et que il y a de l'argent à se faire, parce que malheureusement les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils vont plutôt aller à Action que dans un magasin. D'ailleurs, on le voit même au niveau de la braderie de Calais, la braderie du Vauxhall. D'année en année, ça se rétrécit pour même disparaître. Alors que c'était quelque chose auparavant qui attirait les foules et qui prenait tout un quartier. Donc on voit, ces dernières années, les gens ils se baladaient sans vraiment acheter. Donc non, même au moment des fêtes de Noël, on voit très bien que tu te balades à Dunkerque dans les rues piétonnes, tu vois des gens qui sortent avec des sacs, tu vois tu sens un dynamisme dans cette ville que tu n'as pas à Calais. C'est la sinistrose ici. Moi j'ai repris, on l'utilisera peut-être d'ailleurs prochainement dans des publications, voire de l'affichage, mais Dunkerque-Lawin et Calais-la-Louse. Calais, et on a déjà repris, c'est Dunkerque qui rit, Calais qui pleure. Je sais pas si tu es allé sur notre page Facebook, on a carrément repris aussi, c'est un peu morbide, mais avec donc une image d'un cimetière où voilà, Calais cimetière industriel. On est en plein dedans. Et on a l'annonce de toutes ces boîtes là, mais sachant qu'il y a des entreprises qui vont être concernées, parce que pour un emploi détruit en industrie, il y en a 2 à 3 qui sont détruits à côté. On a déjà parlé de Cap Énergie, avec 25 emplois menacés, avec l'annonce de fermeture de Draca. On a appris ce matin que... Alors ça, c'est des choses qu'on découvre parce qu'il n'y a pas de base syndicale à l'intérieur, mais on a appris par exemple que Concept Insertion va licencier 40 personnes. Si on fait le total déjà rien que sur les 2 dernières années de ce qu'on a perdu, on ne doit pas être loin d'au moins 1000 emplois. On va essayer de faire le calcul en détail de tout ce qu'on a perdu, y compris que les emplois induits.
Mais voilà, c'est un marasme, c'est même plus une catastrophe, c'est un marasme. Et si on continue là, les Calaisiens, c'est pas une balle dans le pied qui vont se tirer, ils vont se faire exploser les deux jambes. Calais, moi je pense aux commerçants aussi parce qu'on les a appelés pour la manif du 10 février. Alors soit baisser le rideau, enfin ils peuvent même venir nous rejoindre dans la manifestation ou quoi que ce soit. Bon, j'ai un doute là-dessus, mais leurs conditions de vie, elles sont pas beaucoup meilleures que celles des salariés qui vont être licenciés. Hein. Ils sont plus proches des salariés qui vont être licenciés plutôt que du grand patronat. Donc ça devrait leur donner à réfléchir, hein, parce que ça aura forcément un impact sur eux aussi. Si ils devraient se battre au contraire à nos côtés pour réclamer des emplois rémunérateurs. C'est pas en créant. C'est pas en créant des emplois de service. Là, on parle de Brampton sur l'ancien site de Brampton qui pourrait être réhabilité et avoir on parle de groupe hôtelier. Ben, voilà. Bon. Il faut toutes sortes d'emplois, mais ça paye pas des masses, hein, l'hôtellerie, sauf si on travaille dans des palaces, et encore. Mais c'est très inquiétant, Et moi, je suis convaincu que c'est la volonté politique. Il y a des choses, il y a de la mauvaise foi, il y a des mensonges, il y a des trahisons au niveau localement, mais aussi au niveau de la région. Avec M. Ajus et Mme Bouchard sont complices d'une politique. Ils sont complices d'une politique. Et aujourd'hui, on a ce résultat ici à Calais. Moi, j'ai le sentiment que Mme Bouchard, Calais pour elle, c'est juste un grand Lego avec lequel elle s'amuse, où on n'est pas ses administrés, mais ses jouets. Et le front de mer l'intéresse particulièrement. Et aujourd'hui, l'emblème économique de Calais, c'est le dragon. Avant, c'était la dentelle, avant, c'était l'agroalimentaire, il y a quelques années avec lui. Enfin, on a eu un tas d'entreprises comme ça. C'était Saint-Exime qui était emblématique aussi sur la fabrication même de médicaments. Et si on reprend Mécano, c'est une entreprise qui était aussi emblématique. Donc voilà, aujourd'hui les emblèmes c'est plus des grandes industries, c'est un tas de ferraille sur des roues où on balade une cinquantaine de personnes quand il veut bien rouler. Donc moi je trouve ça risible. Bon, je rigole, parce que je trouve même ça pathétique, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Et malheureusement, si Mme Bouchard en 2026 est réélue, ou ceux qui sont derrière qui sont pas mieux lotis, je dirais, qui sont même pires, ça va être très compliqué pour notre ville. On a déjà, je vois au niveau jeunesse, il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion, moi je travaillais justement autour de la jeunesse, et on avait une ville qui était réputée pour être au niveau démographique, une ville où il y avait une grande part de la population qui avait moins de 30 ans. C'est de moins en moins le cas. Les jeunes n'ont pas d'avenir, savent qu'ils n'ont pas d'avenir ici. Alors, même s'ils vont pas très loin, qu'ils vont aller à Dunkerque, il y en a beaucoup aussi qui ont quitté notre région. Moi, personnellement, je suis concerné puisque mon fils aîné aujourd'hui est parti travailler dans le Jura. Donc, toi, c'est un exemple personnel, mais il y en a tant d'autres. Hein. Et oui, on peut être moi, je suis particulièrement inquiet pour notre ville, et d'autant que je suis un Calaisien avec de profondes racines. J'y suis né, ma famille est présente depuis des siècles, je peux dire qu'il y a vraiment des racines qui sont profondes, et ça m'arrache le cœur, de voir que les Calaisiens, en mettant Mme Bouchard et son incompétence devant, en faisant d'elle notre première idylle, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et si, comme tu dis, ça va jusqu'en 2032, là, on se fait sauter les deux jambes. Qu'est-ce que elle veut mettre en place là d'ici Nous, on va le mettre en formation. Enfin, on va essayer de mettre tous les moyens en formation, oui, en formation de bataille, en formation. Avec les moyens dont on dispose, hein, on va faire parler de nous, on fera certainement des opérations de coup de poing que je ne vais pas te détailler maintenant, tu comprends bien.
Mais on va faire parler de nous. Il y aura aussi de l'information, parce qu'il faut les citoyens, de temps en temps, il faut les réveiller. Hein. Il suffit pas, parce qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis la Rome antique. Hein. Tant qu'on donne des jeux aux gens, on arrive à canaliser leur colère, ou détourner leur colère. Donc on va faire en sorte de bien les réveiller, pour qu'ils puissent voir un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Et parce que bon, si on n'épargne pas les politiques, il ne faut pas épargner non plus ceux qui les élisent. Hein. Ils ont quand même une grosse part de responsabilité là-dessus. Donc on va essayer d'éveiller leur conscience. On fera une grosse campagne d'information sur Calais. Ensuite, on sera aux côtés aussi des entreprises qui vont en avoir besoin. Alors, ça peut être... déjà, ils ont notre soutien fraternel, hein, mais on est en train de voir, là, j'ai été contacté avant-hier par un ténor du barreau spécialisé donc, dans le droit social. On va regarder avec lui ce qu'éventuellement on pourrait faire. Et puis, ça c'est pour le juridique. Et après, nous, c'est les moyens qu'on utilise généralement, c'est la mobilisation. On va déjà mobiliser nos bases, parce qu'il faut rappeler qu'il faut avoir une solidarité les uns des autres, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut rappeler aussi aux entreprises qui sont là dans la difficulté, qui doivent pas lutter seuls dans leur coin, sinon ils sont morts. Clairement, si... je parle de ça, si Draca pense que Madame Bouchard va être une sauveuse, et qu'elle les entend, voir qu'elle a de l'émotion pour eux, je crois qu'ils se trompent. Il faut qu'ils comptent plutôt sur leurs camarades des structures syndicales plutôt que de l'aide de Madame Bouchard ou de sa compassion. Donc il va falloir, nous on va essayer aussi au niveau de nos bases de mobiliser au maximum, et puis on va organiser donc le samedi 10 février une grande manifestation à Calais, hein, qui commencera à 14h, où là on appellera la population, on appellera aussi tous ceux qui sont concernés par ce marasme économique à Calais, hein, je pense aux commerçants et peut-être même à des autres entreprises, hein, qui vont être impactées, qui seront impactées, enfin, tout le monde sera impacté. Et puis, on fera appel aussi à des leaders politiques nationaux. Alors, quand je parle de leaders politiques nationaux, je parle de ceux qui défendent pas l'ultralibéralisme comme on est en train de connaître aujourd'hui, qu'on a au gouvernement, qu'on a au conseil régional. Ces gens-là ne seront pas les bienvenus dans notre manifestation. Par contre, on appellera ceux qui veulent vraiment faire en sorte que les gens qui sont concernés par des licenciements, qui sont concernés par aujourd'hui le manque de démocratie qu'il peut y avoir en entreprise, où les gens sont considérés comme simplement de la quantité négligeable. On peut le voir par exemple ce qui se passe dans certaines entreprises où il y a des gens qui sont... Parce qu'il y a une histoire pour ces gens, il y a un avenir qui est compromis, demain, il y aura des gens qui essaieront de mettre fin à leur jour, certainement. On l'a déjà vu à Dracom, et moi, en ayant vu Cyril Robéria, il m'a dit que ça s'est passé aussi à Catensis. Demain, on aura certainement malheureusement des choses à déplorer comme ça, mais il y aura d'autres choses, des gens qui vont tomber malades, des couples qui vont peut-être divorcer, parce que c'est des situations qui sont compliquées, des gens qui vont être dans la dépression, et quand on est dans la dépression, on n'est plus soi-même. Il y a des histoires comme ça qui vont être dramatiquement chamboulées. Des gens qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui vont se poser, qui vont avoir vraiment une crainte vis-à-vis de l'avenir, et de pouvoir atteindre leur retraite sans être dans la précarité. Surtout quand on écoute les annonces du gouvernement concernant les seniors, où on sait qu'on va encore taper sur eux. Alors ça aussi, effet pervers, c'est qu'on nous annonce que le patronat, comme il exagère avec les retraites anticipées dans les entreprises, qui fait partir des gens trop tôt sur des accords, on va réduire les allocations de chômage des seniors, enfin la durée d'indemnisation des seniors. On se fout de qui là? On va vouloir sanctionner les patrons, on tape sur les salariés. Donc il y a un moment, il faut là aussi. Et nous, justement, les gens qu'on fera appel, c'est des gens qu'on aura la garantie qu'ils vont se battre contre ça. De toute façon, on leur mettra la pression derrière. Mais
il va avoir des destins tragiques dans tout ça. Et une fois que c'est fini, que le licenciement et la fermeture de l'entreprise elle est terminée, on oublie ces gens-là. Et ils vivent leur vie de façon dramatique dans leur coin. Est-ce que, comme là, en fait, par rapport à la réforme des retraites, je trouve qu'il y a quelque chose qui change pas mal quand même. C'est que j'ai presque quelque chose qui tend à faire ça. C'est que les gens commencent à se rappeler qu'en fait, entre la réforme des travailleurs et peut-être même les inondations quelque part en fait, mais la fragilité de leur statut d'ouvrier, de travailleur. En fait, le fait que tout ça, en fait, est-ce que c'est pas peut-être un moment où les gens peuvent se rendre compte qu'ils forment une seule et même classe sociale je sais pas si on peut employer le terme de soumission, mais en tout cas soumis aux décisions qui sont pas les leurs, que ce soit sur leur rapport au travail, Oui, il y a un changement. Moi, par rapport à lorsque j'ai commencé jeune syndicaliste, j'ai vu une évolution de la société, j'ai vu une évolution aussi du salariat. C'est sûr que c'est beaucoup plus... Moi, quand j'étais un jeune délégué syndical, j'avais 24 ans, je travaillais dans une entreprise où on était 350 salariés. Je déposais un préavis de grève, j'avais 90% des salariés qui se mettaient en grève. Et ça traînait pas. Quand tu mets un rapport de force, ça traîne pas, le patron il cède toujours. Face à un rapport de force, il cède. On faisait une journée de grève, le lendemain on avait quasiment tout ce qu'on réclamait. Moi je me souviens, la toute première grève qu'on a fait, on a obtenu 30% d'augmentation de salaire. T'imagines, aujourd'hui c'est impensable. Aujourd'hui c'est impensable parce que dans la tête des gens, on leur a fait croire que voilà, il y a de la résignation. On leur a fait croire que c'était plus possible. On les a détournés progressivement de ce qu'il y avait de leurs propres intérêts. Ils ont aussi été trahis par les politiques. Hollande, moi à la rigueur j'en veux encore plus à Hollande que je pouvais en vouloir à Sarkozy. Parce que lui il avait le moyen et quand il dit moi mon ennemi c'est la finance. Puis derrière, il met des mesures encore plus contraignantes pour les salariés, où il démonte carrément la représentation du personnel. Je comprends aussi les gens qui derrière ne croient plus à grand-chose. Forcément, c'est la somme de tout un tas de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, les salariés se détournent de ce qui est de leur propre intérêt, alors qu'ils auraient tout au contraire tout intérêt à se mobiliser. La réforme des retraites, on était 3 millions dans les rues. C'est un mouvement qui a eu auprès de l'opinion qui a eu un retentissement, puisqu'on disait 92% des salariés estimaient que cette réforme était mauvaise et qu'ils n'en voulaient pas. 92% des salariés, ça fait 27 millions de personnes sur la population active, 27 millions de personnes. S'ils avaient eu, alors bon, on sait que ça n'arrivera jamais, mais 27 millions de personnes dans la rue pour la réforme des retraites, c'était plié en 2 jours. La moitié même. Macron, il repartait avec son arrogance en dessous du bras et avec son dossier sur la réforme des retraites, et c'était terminé. Mais le problème, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup évolué depuis la Rome antique. Les empereurs romains, quand ils sentaient que dans la plèbe, ça grondait un peu, ils organisaient des grands jeux. Au niveau de l'histoire, c'est pour être encore plus précis, t'avais l'empereur romain Commode, il y avait une grande épidémie, une grande famine à Rome, et pour calmer la plèbe, il a organisé des jeux mais faramineux. Ça l'a refait remonter dans l'estime des... Puis ça a calmé tout le monde. Aujourd'hui, les gladiateurs sont remplacés par des Mbappé, des Messi et compagnie, par un Paris Saint-Germain ou par un OM. Et voilà, les gens ils vont pas mettre 5 minutes, 1 heure pour aller faire une manifestation, mais ils sont capables de se mettre dès 3h du matin à se mettre devant la boutique du Paris Saint-Germain pour avoir le dernier maillot de Mbappé. Voilà, les gens n'ont plus le sens de ce qui est important. Voilà, c'est ce qui est malheureux, et c'est aussi parce qu'il faut mettre les responsabilités là où elles sont, les politiques, le monde économique, mais également le citoyen.
Justement, tu as encore un peu de temps ou... Oui, vas-y, toi j'ai tout le temps qu'il te faut, Pierre. En fait, c'est quoi, en fait, rien que pour toi, c'est quoi un ouvrier? C'est quelqu'un qui travaille pour vivre, hein, ou survivre, déjà. Hein, c'est quelqu'un qui a conscience de sa classe. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, on ne veut plus utiliser ce terme. Aujourd'hui, en plus, dans le monde du travail, on a bien parlé de collaborateur. Tu collabores à rien du tout, on t'impose. Donc déjà, moi, celui qui m'appelle collaborateur, il se fait reprendre. Moi, le directeur qui me dit vous êtes mon collaborateur, je dis non, tu vas changer de terme, je suis ton salarié. Mais qui a cette conscience-là, qu'il est utile, qu'il est indispensable, on a parlé de travailleur essentiel pendant un moment, mais quelqu'un qui est indispensable, mais qui a conscience de son statut, et qui défend son outil de travail, et aussi qui est solidaire de sa classe. Moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que les ouvriers qui sont dans la détresse, ils vont regarder à taper la personne qui est issue de l'immigration, enfin un immigré ou un réfugié, parce qu'il va obtenir un bol de soupe pour se nourrir, mais il va pas regarder le multimilliardaire qui vit avec une fortune que des millions de personnes pourraient pas dépenser dans toute une vie. Et voilà, ce sont des gens qui ont une conscience politique. C'est ce il y avait avant dans le monde du travail, chez les ouvriers. Ils avaient une conscience de leur état, ils avaient un amour de leur métier, ils avaient une conscience de leur classe, et il y avait une forme de solidarité entre eux. Je l'ai connu moi dans l'industrie, hein, je suis passé par là aussi, où tu faisais attention, parce qu'on travaillait aussi parfois sur des métiers qui étaient sur des trucs qui étaient dangereux, et tu te faisais confiance à ton collègue à côté, parce qu'il pouvait te sauver la vie à un moment ou à un autre. Tu avais cette solidarité, cette conscience-là que tu avais besoin des autres. Tout ça, malheureusement, ça se perd. Aujourd'hui, ouvrier, c'est un gros mot. Pour moi, ouvrier, c'est pas simplement quelqu'un qui utilise sa force de travail, hein, c'est aussi une conscience politique, une conscience de son état, de son statut, et puis c'est une certaine noblesse. Hein. C'est pas une honte d'être ouvrier. Moi, je suis cadre, par exemple, depuis 20 ans, j'ai été ouvrier avant, et je suis plus fier d'avoir été un ouvrier que d'être un cadre, clairement. Parce que j'ai connu ça, dans une période où il y avait cette solidarité, qui avait cette conscience d'un statut. Quand tu étais jeune, tu apprenais beaucoup des anciens. Tu regardais pas les anciens, ne regardaient pas forcément les jeunes comme des gens qui venaient un petit peu comme des intrus. Donc il y a eu une évolution des mentalités. Malheureusement, on n'est plus aujourd'hui dans ce modèle-là. Et on s'en ressent nous aussi syndicalement, parce que forcément, vu qu'il n'y a plus ces consciences-là, on se tourne plus forcément vers ceux qui la gardent, qu'ils essayent encore de l'entretenir. Tu vois pas là-dedans un mouvement justement de retour? Est-ce que c'est pas en fait... Alors je voudrais pas être parce que bon, on commence à être un petit peu là. Je voudrais pas plomber l'atmosphère. Moi, je me dis que notre boulot, qu'on est en train de faire aujourd'hui, on garde cette petite flamme de résistance, de conscience. Tant qu'on va l'entretenir, on garde de l'espoir. Par contre, je pense on peut revenir, puisque bon, dans l'histoire, t'as un éternel recommencement aussi. Hein. Je pense que les Français, peut-être qu'ils ont pas souffert encore assez, malheureusement. Peut-être quand ils auront vraiment touché le fond, peut-être qu'ils se réveilleront. Les révolutions, elles sont venues de ça. Hein. La Révolution française, il y a eu des siècles aussi à subir avant que le peuple se réveille. Hein. Donc je me dis qu'un jour, pour rester optimiste, le peuple il va se réveiller, et que nous, comme on aura entretenu cette petite flamme-là, on les entraînera. On leur rappellera ce qui fait les valeurs du monde ouvrier, ce qui fait la valeur des salariés, la solidarité, la conscience de son statut, la conscience que les gens qui sont au-dessus de nous, ceux qui dirigent le monde, il ne faut pas leur faire confiance aveuglément, et puis il ne faut pas non plus
stigmatiser ceux qui sont en dessous de nous. Bon, ça c'est souvent un réflexe humain, hein, quand on subit, c'est plus facile d'aller stigmatiser son voisin ou quelqu'un qui a le même statut que soi, que plutôt de s'attaquer à des gens qu'on voit jamais, mais qu'on verra jamais. Mais voilà, c'est toute une conscience de ce monde-là que nous on essaye encore d'entretenir, et puis voilà, on entretiendra cette petite flamme, j'espère encore très longtemps. Ça fait 130 ans que la CGT existe maintenant. Voilà, moi j'ai toujours, on a le devoir de passer le flambeau à un moment ou à un autre. On n'est que des anonymes, et notre seul devoir, c'est ces valeurs-là, c'est de les transmettre à ceux qui viendront après nous. Voilà, et j'espère qu'on ne leur laissera pas un héritage trop catastrophique, mais il faut entretenir cette flamme. Demain, les gens prendront peut-être conscience de ce qui est bien et mal, et puis voilà, on aura peut-être une société qui avancera un peu plus, avec plus d'égalité, avec à nouveau des droits pour les salariés, plus de démocratie dans les entreprises. Il n'y a pas de raison qu'un citoyen accepte dans son entreprise ce qu'il n'accepterait pas dans la rue. Alors c'est ce qui se produit aujourd'hui. Les gens sont dans certaines entreprises, les gens ont peur de leur patron, et ils acceptent des choses humiliantes qu'ils n'accepteraient pas dans la rue. Eh ben non, nous on dit on est citoyen dans la rue, mais on est citoyen aussi dans l'entreprise. C'est ça qu'on veut, c'est cette conscience-là qu'on veut faire passer, dans la population. Il faut que les gens se réveillent. Unis, ils sont forts. Chacun dans son coin, il y a tout à perdre. Justement, en fait, c'était un peu une partie, c'est qu'une fois que tu as l'ouvrier correspond à une forme d'identité économique pour chacun, enfin, c'est les ouvriers, chefs d'entreprise, etc. Et à côté, c'est un peu la raison d'exister de notre média aussi, c'est que je crois qu'il y a une forme qui est plus que la classe ouvrière qui a disparu, c'est une identité locale. Enfin, la conscience d'appartenir à un territoire et de se définir par celui-là. En fait, tu le ressens, toi, Calais ? Bah, c'est un peu... Parce que alors, je suis peut-être resté sur mes trucs, comme je dis, j'ai traversé des décennies aussi. Parce que je finis mon raisonnement. Ouais, vas-y. Après, ouais. En fait, c'est que, je me dis que aussi pour obtenir ce truc, cette cohésion de classe, pour employer ce terme-là, cette cohésion de classe, en tout cas de gens mus par les mêmes intérêts matériels et économiques, le liant, c'est aussi le territoire. Là, par exemple, on parle beaucoup, et plus le temps avance, plus les enjeux nationaux, européens, mondiaux, je les mets presque volontairement de côté, parce qu'en fait, ça me donne un sentiment d'impuissance terrible, sur lequel tu n'as aucune prise. Tu payes sur rien. Et c'est pour ça que ce média-là, c'est pour ça, c'est de se dire, en fait, il y a des choses qui se passent à la maison, enfin dans le quartier, dans la ville. Enfin, tu sais, en fait, j'ai envie de dire, moi, Calais, c'est mon pays, tu vois. Enfin, c'est de dire, en fait, ici, il se passe suffisamment de choses pour s'unir, de créer des liens. Enfin, tu vois, en un an, moi, je suis arrivé ici. La première fois que je suis rentré à Bourg-du-Travail, c'était en octobre dernier. Je connaissais vraiment personne, j'ai venu comme ça, mais un an après, tu vois, tu te dis, l'ancrage local, en fait, si t'as beau être ouvrier, t'as beau avoir lu Marx, Jaurès, toute la clique des gens bien, si à côté de ça, t'as pas ce truc-là, cet ancrage de comprendre ce qui se passe autour de toi, en fait, c'est ça le liant, je crois. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc mais t'as raison. C'est quoi un Calaisien ? Non, mais t'as raison, mais c'est un peu ce que je disais dans mes propos avant. Les gens ont moins en moins conscience politique. Avant, on parlait, tu vois, dans le monde ouvrier, de culture ouvrière. C'est-à-dire que t'avais les gens qui se formaient. T'avais des gens qui lisaient énormément, malgré qu'ils étaient... aujourd'hui, ça serait un peu péjoratif de dire que les ouvriers, parce que t'entends certains, les ouvriers sont dans la tête de quelques-uns, c'est ouvrier pour forcément quelqu'un de cultivé et tout ça, mais c'était pas le cas. T'avais énormément de gens qui avaient une culture dans le monde ouvrier, une culture personnelle qui était très importante. Mais tu avais les gens dans les entreprises qui discutaient entre eux. Aujourd'hui, là où il est fort le patronat, c'est qu'ils divisent
C'est la division, c'est-à-dire qu'on essaye... Il ne faut pas que les gens se parlent. Il ne faut pas que les gens se parlent. Par exemple, on parle beaucoup du télétravail, c'est pas au niveau social, c'est pas, pour ça aussi, c'est pas quelque chose qui est très bon. Les plateformes où on isole les gens sous surveillance d'un superviseur, c'est quelque chose qui fait de diviser, d'empêcher les gens de discuter entre eux. Avant, c'était pas le cas. Les gens, ils faisaient à la rigueur, à la fin de leur boulot, ils faisaient une réunion pour discuter. Et puis, tu avais un leader syndical qui dit moi, je vous conseille de lire ci, de lire là. Tu avais aussi des partis politiques qui étaient en entreprise. Qui étaient en entreprise et qui apportaient aussi une culture. On parlait de conscience, voilà, ils amenaient de la conscience aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, on a dit, attention, la politique c'est moche, le syndicalisme c'est moche, on essaye de faire rentrer ça dans la tête des gens, et quand tu parles de Calais, c'est pas ce qu'on a pu connaître il y a quelques décennies, où des gens, et c'est vrai, les gens sont de plus en plus isolés, ils pensent de façon plus individuelle que collective. La conscience d'être calaisien aujourd'hui, je pense pas que ça soit une fierté, ce qui était le cas avant. Tu avais une fierté d'être calaisien, vraiment une fierté d'être calaisien, et je pense que ça tend à disparaître. Tu parlais d'Europe, moi je pointe aussi une responsabilité sur l'Europe qui n'a pas été construite pour une Europe des peuples, c'est une Europe qui a été construite pour le patronat. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est que, au vu de ce qui se passe dans différents pays, on a la montée d'une colère noire. Personnellement, je préfère une colère rouge, mais montée malheureusement une colère noire qui est vraiment un poison pour l'avenir. Et là aussi, je suis très inquiet. L'Europe n'a pas rempli les conditions nécessaires pour nous. Alors que ça nous a été vendu comme ça avec le traité de Maastricht pour une sécurité. L'Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle n'a jamais été autant en danger. Les territoires, oui. Les territoires, voilà. Si tu parles des territoires, des collectivités, toi. Tu parles pas forcément le sentiment d'être calaisien ou... Pourquoi pas ? En fait, c'est la question que je suis en train de me poser moi en tant que... En fait, moi, la caméra, si tu allais là, en fait, si j'ai pas cette caméra, je suis incapable de venir te parler. Enfin, c'est mon début, enfin, c'est un peu ce qui me permet d'habiter ici. Tu sais, de rentrer quelque part avec une caméra, c'est au moins il y a un outil. Et ici, tu serais bienvenu même sans ta caméra. Oui, non, bien sûr. On accueille régulièrement des gens. D'ailleurs, les gens, il y a le bouche à oreille qui se fait. Et souvent, on accueille les gens une fois qu'ils sont bien dans la mouise. On préférait les avoir avant. Mais il y a du bouche à oreille. Et la dernière fois, j'ai eu un salarié qui me disait... moi j'ai dit, vous allez avoir certainement quelqu'un d'autre, parce que j'ai dit qu'à l'union locale, on était bien reçus, on était écoutés. Déjà l'écoute, c'est important. On peut pas toujours gagner, on peut pas toujours faire forcément tout pour les gens qui viennent nous voir, mais au moins on est là pour les écouter, pour les comprendre. Et nous, l'émotion, elle est pas feinte, quoi. Pas comme Madame Bouchard qui va à Draco. Elle va aller là, elle est reçue à l'Elysée par Macron avec les 1000 maires qu'il a décidé d'inviter. Elle va y aller pour parler de ses intérêts personnels parce qu'elle vise un poste ministériel, mais elle va certainement pas parler de Draco. Donc voilà, nous, l'émotion, elle est pas feinte, quoi. Nous, on sait ce qu'ils vivent, on sait ce qu'ils peuvent ressentir. En fait, quand tu reviens sur la question du Canadien, en fait, c'est même pas tellement en termes d'instance politique, mais en termes de... de citoyen. Ouais, c'est ce truc... En fait, voilà, la citoyenneté calaisienne, tu parles, j'arrive pas... c'est un truc que c'est de réfléchir, mais en fait, c'est ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait, comme tu dis, avant, il y avait une fierté d'être calaisien. Ouais. C'est pas toi-même tu t'en parles. En fait, c'est... En fait, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qui permet, ce socle commun qui permettrait, en fait, de mobiliser... des gens au-delà de la question justement liée au travail, au lieu d'être ouvrier, parce qu'en fait ça je crois que ça mobilise plus. Alors là honnêtement je vois pas tant. C'est difficile parce que il y a eu une évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui on est dans un monde de plus en plus individualiste.
Et on parle plus forcément à son voisin. Parfois, on le connaît même pas. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Si tu étais dans la merde, dans la rigueur, ton voisin voyait dans la merde, il venait, je vais venir te donner un coup de main. Bon, ça existe encore peut-être dans des petites poches de quartier, mais la société a viré vers ça, vers l'individualisme. Donc le sentiment d'être une fierté d'être calaisien, aussi quand tu as une équipe de foot qui arrive en finale de la Coupe de France, là tu as le sentiment de te dire je suis fier d'être calaisien. Ouais. Mais en dehors, une fois que ça c'est fini. C'était pas forcément le cas avant, parce que bon, c'était je te dis, la société, les gens étaient plus solidaires. Et puis t'avais pas cette incertitude sur l'avenir. T'as un peu de perspective d'espoir quand même. Hein. Moi je vois les jeunes, je me dis putain, dans quel monde on va les laisser quoi. Dans quel monde on va les laisser. Moi je prends pour ma génération aussi une part de responsabilité. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour nos enfants quoi. Et non, honnêtement, je dis j'espère qu'un jour il y aura un revirement de situation. C'est de la même façon. Est-ce qu'on est fier d'être français aujourd'hui? Ouais, c'est que je pense... Est-ce qu'on est fier d'être européen? En fait, je parlais de ça parce que si c'est le thème de l'identité, c'est quand même des thèmes qui sont bien brassés par certains, par l'extrême droite. Moi, je crois que ceux qui adhèrent aux trucs aux idées d'extrême droite, c'est parce qu'eux-mêmes ils se sentent pas bien, quoi. Ils se sentent pas bien dans leur peau. Et comme tu dis, c'est humain. Il faut que tu cherches quand ça va pas, il faut que tu cherches un bouc émissaire, souvent à tort. Je vais te prendre un exemple tout con, une caricature. Hein. Tu te lèves le matin, t'es pas bien réveillé, tu marches dans ta cuisine à pieds nus, tu te cognes le doigt de pied contre le rebord le pied de la table. Ton premier réflexe, tu vas te dire oh putain de table. Non, c'est toi qui as fait les conneries, le tabac pour rien. C'est la même chose là. C'est-à-dire que les gens ils sont dans une situation où ils sont pas bien, ça les dépasse parce qu'ils quelque part ils peuvent pas y faire grand chose. Et donc, il leur faut un bouc émissaire, et bon, c'est le pauvre bougre qui a moins qu'eux, qui côtoie, qui voit, qui va prendre, alors qu'il devrait s'en prendre à celui qui vraiment est la cause du problème. Parce que moi, je pense que c'est ça aussi le grand de la colère. C'est voilà, et puis ces gens-là qui dirigent, je prends l'extrême droite, et, aujourd'hui, ils sont plus cégétistes, que toi dans leurs revendications. Attends, ça c'est la vitrine. Tu sais, c'est comme un magasin où tu le décores bien, tu vois que les gens ils sont attirés et ils rentrent dans la boutique. Mais une fois qu'ils sont dans la boutique et puis qu'on leur vend le produit, arrivés chez eux, ils s'aperçoivent qu'on leur a vendu de la merde. L'extrême droite c'est ça. On te fait une belle vitrine et derrière on te vend de la merde. Et voilà, les gens ils sont attirés par la vitrine. Moi l'extrême droite, je pense pas que ça soit un vote véritablement d'adhésion sur un programme politique. Il n'y en a pas. C'est aujourd'hui l'extrême droite, c'est aller dans le sens du vent. Tiens, le gros du peuple, il peut pas. Il y a un truc contre les réfugiés, un truc contre les immigrés, un truc contre. Voilà, allez, on va aller dans ce sens-là. Ah, il y a un patron qui ferme cette boîte. Pauvres salariés, on va aller. Il faut défendre les salariés. Et tu as une extrême droite du Nord et une extrême droite du Sud, qui est complètement. Où ce que eux revendiquent dans le Nord, ils revendiquent carrément le contraire dans le Sud. Donc, non, c'est une politique qui s'adapte, c'est juste électoraliste, quoi. Pour eux, on est en haut. Pour les gens, c'est pas forcément de l'adhésion. Et moi, je sais qu'il y a des braves gens qui disent putain, les réfugiés. J'ai un exemple avec des ports et docks. Non, même pas, c'est pas les ports et docks, c'était Eurotunnel. T'as des réfugiés qui traversent les voies, tout ça, donc quand ils pouvaient s'infiltrer, ils passaient. Et puis t'avais un salarié qui dit putain, les réfugiés, ils nous font chier, il faudra les renvoyer chez eux, bref, il faut faire ci, il faut faire là. Puis une fois, il tombe sur un réfugié, c'était une dame qui tremblait de froid. Il lui a donné sa parka. Donc, quelque part, t'as des gens qui sont en colère, mais qui sont pas forcément inhumains.
Mais par colère, ils vont les voter pour ces gens-là. Au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, ils vont dire putain, les réfugiés, putain, les immigrés. Alors que c'est pas. Est-ce que en 33 en Allemagne, les 90% d'Allemands qui ont. Enfin, la grande majorité, je sais plus si c'est 90%, mais la grande majorité des électeurs allemands qui ont voté pour Hitler étaient des barbares. Est-ce qu'ils étaient tous des barbares? C'est une question qu'il faut se poser. Après, moi, je sais que je préfère une colère rouge. Hein. Je préfère une colère constructive qui va dire attention, on est dans un mode là, avec le capitalisme actuellement qui écrase les gens, qui ne les respecte pas, qui ne les considère comme de la quantité négligeable, avec qui on joue. Et non, il faut leur donner à ces gens-là plus de possibilités de pouvoir s'exprimer, de démocratie. Quand tu vois que, il est revenu en arrière, mais pendant un temps, Macron, il pensait pouvoir peut-être mettre un référendum sur l'immigration. Le mec, il se fout de notre gueule, il veut mettre un référendum sur ce qui l'intéresse. Pourquoi il ne l'a pas fait sur la réforme des retraites? On joue avec nous. Et les gens, bon, sur ça, ils s'aperçoivent aussi qu'on joue avec eux. Donc ils vont... Il y en a qui gueulent plus fort que les autres. Il y en a qui donnent des proies. Des proies, le pire des cas, c'est Zemmour. Hein. Né, allez... Là, prenez des Nord-Africains, prenez des... Voilà, tapez-leur dessus, ça va... C'est là, tous les causes de nos problèmes, ça vient d'eux. Tu t'oublies les Bernard Arnault et tout ça au-dessus, les salopards qui envoient des trucs dans l'espace, là, merde, j'ai son nom, l'Amérique. Ah, voilà, ouais. Après, c'est des gens qui ont réussi par eux-mêmes. Ben justement, s'ils ont réussi par eux-mêmes, ils devraient comprendre d'où ils viennent. Ils ne devraient pas oublier d'où ils viennent. Il n'y a rien de pire, tu sais, on dit toujours, nous, dans le monde ouvrier, il n'y a rien de pire qu'un parvenu. Tu veux pas être millionnaire, milliardaire, toi? Écoute, je vais peut-être... je sais pas si je vais te choquer, pas toi. Je te choquerai pas toi. Mais je suis un... J'aime pas parler de moi. Je possède plusieurs diplômes universitaires obtenus dans plusieurs universités. Aujourd'hui, je devrais gagner 3 fois ce que je gagne. J'aurais pu faire carrière, aujourd'hui, je pourrais être directeur d'une grosse boîte. Je me suis tourné vers les métiers du social. Ils sont pas rémunérateurs. Je gagne en gros aujourd'hui le salaire en étant cadre. Le salaire d'un ouvrier hautement qualifié. En étant cadre. Mais c'est mon choix de vie. Je me regarde tous les jours dans la glace, même si je m'arrive comme tout le monde faire des erreurs, des conneries, j'ai pas honte. J'ai pas honte et pour moi c'est essentiel. J'ai été élevé là-dedans, je suis fils d'ouvrier. Et j'ai hérité que d'une chose de mes parents, c'est des valeurs. Et je les ai transmises aussi à mes gamins. L'argent n'a jamais été ma priorité dans la vie. J'ai besoin d'argent pour vivre et essayer de faire mieux vivre possible de ma famille. J'ai une maison un toit au-dessus de la tête. Je mange tous les jours. J'arrive à payer toutes mes factures. Je pars en vacances. J'ai ma voiture. Je suis heureux comme ça. Et j'en vis pas Bernard Arnault avec ses 200 milliards de fortune. Parce que les gens qui sont autour de moi, je sais qu'ils sont pas là. Ils ne m'apportent pas leur affection parce que je suis riche. Ils m'apportent leur affection parce que je suis Eric Léandel. Tous les copains que je peux avoir ici, ma femme, mes gosses. Voilà, j'ai pas une femme qui est avec moi, au contraire, parce qu'on a passé par des moments qui ont été difficiles. Moi, je sais ce que c'est d'élever des gamins à l'époque, c'était le RMI. Avant de pouvoir rebondir, avant de terminer mes études et tout ça. Mais je suis heureux avec ce que je gagne. Je ne demande pas à avoir une fortune. Et Bernard Arnault, à 73 ans, 200 milliards, qu'est-ce qu'il peut... Et les gens qui sont autour de lui, moi je serais à sa place. Je dis, putain, quand il y a quelqu'un qui fait semblant d'être bien avec toi, est-ce que tu es bien avec moi parce que je m'appelle Bernard Arnault ou parce que j'ai 200 milliards de fortune? Non, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui cherche d'acquérir du matériel ou de la richesse matérielle. Par contre, je suis très
Moi, mes camarades ici, je les adore. Et quand il arrive quelque chose à l'un d'eux, je suis malheureux. Je disais hier, on est nous ici, on est des éponges à émotions. Ce qui est en train d'arriver à Draco, nous, c'est pas en surface. Ça nous atteint à l'intérieur. Parce qu'on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'ils peuvent ressentir. On est passé nous-mêmes pour la plupart d'entre nous par là. Certains d'entre nous ont réussi à rebondir, d'autres, on a des camarades, tu as vu qu'il y a des tableaux, des photos sur les trucs, certains de nos camarades, ils ont mis fin à leur jour. Et ça nous a laissé avec un grand vide. Moi, c'est cette valeur-là, la valeur d'une personne. Je ne regarde pas la valeur. C'est ça un tort aussi qu'on a dans notre société aussi aujourd'hui. C'est qu'on regarde la valeur d'une personne à ce qu'elle a sur son compte en banque. Ou le pouvoir qu'elle peut détenir. Non. Moi, j'estime que les gens qui sont ici, mes camarades qui sont ici, ils valent mille fois mieux que Madame Bouchard, Macron et compagnie, et surtout des Bernard Arnault. Voilà, voilà, c'est comme ça, et je sais que beaucoup de mes camarades pensent comme ça aussi. Peut-être pour ça qu'on est si peu nombreux aujourd'hui, parce que je sais que dans la mentalité d'aujourd'hui, acquérir, on est une société de consommation, tout ce qu'on peut acquérir et qui n'est pas forcément utile, il le faut, quoi. Il le faut. Le gamin qui va à l'école aujourd'hui, qui a 8 ans, il faut un portable dernier cri, sinon, par rapport à ses petits copains, voilà. Moi, je suis pas. Mes gamins, ils le comprenaient d'ailleurs. J'ai eu le gamin qui était revendicatif aussi. Et voilà quoi. Quand on pouvait, on essayait de leur faire plaisir au maximum, mais c'était pas. Au moins, ils étaient aimés. On arrête là-dessus. Tu veux. Bon, après, je vais faire pleurer les chaumières.